Bonjour et bienvenue au podcast Femmes d'influence. Aujourd'hui, c'est le 7e épisode de la première saison et c'est aussi l'avant-dernier. On voulait que la première saison ait 8 épisodes, donc on est déjà rendu là. Ceux qui écoutent le podcast en vidéo vont remarquer que je suis pas dans le même siège que d'habitude. C'est parce qu'aujourd'hui, on a quand même eu des demandes au courant de la saison où on demandait « ça serait le fun que tu te présentes, ça serait le fun qu'on connaisse l'histoire de l'animatrice ». Donc, c'est moi qui serai interrogée aujourd'hui. J'ai appelé ma très bonne amie Salomé, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Elle a même animé dans son travail par le passé en tant qu'animatrice pour des entrevues. Fait que je lui ai demandé de reprendre son rôle aujourd'hui, le temps de notre discussion. Donc, vous découvrirez aujourd'hui Sarah Roussel. Allô, Sarah? Allô, Salomé? Comment ça va? Bien, ça va super bien. Je veux dire, on est allés dîner ensemble. On a mis à jour nos discussions. Ça va super bien. Ça n'a pas changé là, entre l'intro puis maintenant. Toi aussi, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Contente d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté. En plus, ça s'est fait très rapidement. Là. En une fin de semaine qu'on a monté ça, cette discussion. Mais c'est ça, hein, des amitiés de longue date. Pas besoin de tergiverser longtemps. Fait que merci beaucoup, Salomé, d'être là. Merci à toi de m'avoir. Puis j'ai hâte que les gens découvrent un peu plus qui tu es aujourd'hui, ton parcours. Ben, je suis contente d'en parler aujourd'hui. J'espère que les gens vont découvrir des nouvelles choses, qui vont trouver ça intéressant. Peut-être. Qui sait? C'est sûr. C'est sûr. Fait que j'ai envie de commencer par le même exercice par lequel tu commences avec tes propres invités à toi. Oh oui! Donc, tu vas me servir ma propre médecine. Tout à fait. On commence en force aujourd'hui. OK. Je commencerai par la jarre. Oui, je remarque que tu as une jarre. J'ai une magnifique jarre avec moi aujourd'hui. Donc, tu connais évidemment... le principe. Le principe. Du jeu, oui, effectivement. Pour ceux qui nous écoutent, donc, je vais te laisser piger un papier. Ben, en fait, je pense que je vais te laisser piger un papier parce qu'elle est vraiment plus proche de toi. Ah ouais? Ben oui, on risque clairement de faire un... De faire un dégât. Ouais. OK, je vais piger un chiffre, ouais. un nombre. Mm-hmm. Puis par la suite, j'aimerais savoir si on avait ouvert ton journal intime à cet âge-là, qu'est-ce qu'on y trouverait? Ouh! Premier exercice d'aujourd'hui. C'est vraiment excitant parce que je l'ai fait avec d'autres invités. Puis on dirait qu'il y a comme une micro-adrénaline de, tu sais, que ce soit à moi. En plus, c'est la phrase que j'ai dite tellement souvent. Voyons voir ce que tu vas piger. Suspense. En plus, maintenant, je fais du journaling, mais dans le temps, j'en faisais pas. C'est drôle. Ça va être une surprise même pour toi. 23 ans. OK, c'est pas si loin quand même. C'est curieux, hein? C'est pas si loin, mais ça semble très, très loin. On remonte à 23 ans. Oh, OK. Oui. OK. Ouais. Attends, 2023. Ah! Excusez, il a fallu quand même que je me replace là, dans ma tête. Fait que 23 ans, on est en 2022 pour moi. Et c'est une année charnière dans ma vie. T'aurais pas pu tomber mieux. OK, fait que dans le fond, ben toi tu le sais, mais dans le fond, à 23 ans, j'étais enceinte de ma petite Elizabeth Rose. Fait que ça faisait déjà quelques mois que j'étais enceinte quand j'ai tourné là, du 22 au 23 ans. Et c'est une période de ma vie, je dirais, où j'ai décidé de me choisir pour la première fois, à 100%. Ouais. Fait que moi, j'étais un petit peu avant ça quand même, là, pour expliquer le switch. Je faisais un MBA à l'Université Laval en entrepreneuriat. J'avais fait une session, je commençais ça. Et à l'hiver, c'est à l'hiver que j'ai 23 ans, j'ai décidé d'aller faire un cours intensif en réalisation cinématographique. Et le cinéma, c'est quelque chose qui m'avait toujours interpellée. Et l'écriture, la scénarisation particulièrement. Mais là, je voulais aller voir, tu sais, plus large, fait qu'avec la réalisation vraiment. J'ai décidé de faire ce cours-là qui se donnait, tu sais, qui commençait en janvier. J'ai fait mon inscription comme 2 semaines avant, là. C'était vraiment une décision de dernière minute. Et on dirait que pendant tout le temps où j'ai fait mes études à l'université, j'avais enfoui cette envie-là. Fait que je l'avais pas faite.
Et là, en étant enceinte de ma petite, ça a débloqué beaucoup de choses, dont de me dire, c'est un cours intensif, c'était 35 heures semaine pendant 17 semaines. Fait que je me suis dit, je pourrais pas le faire quand j'aurai accouché, parce que, tu sais, je vais avoir un bébé, puis je vais l'allaiter, puis, tu sais, je vais être présente naturellement. Mais avec elle dans mon ventre, là, je peux le faire. Fait qu'on y va. Fait que j'ai fait ce cours-là. J'ai adoré chaque seconde du cours. Je me sentais vraiment sur mon X, puis j'ai envie de dire que ça faisait des années que je m'étais pas sentie aussi bien, autant à ma place. Et fait que j'ai fait ce cours-là qui a duré jusqu'au mois de mai, fin mai à peu près. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Il y a des fins de semaine que j'ai dormi 4 heures dans ma fin de semaine au complet. Tournais des fois la nuit. Et puis tu sais, j'étais enceinte, j'avais vraiment ma bédaine. Mes amis me disaient « Ça va, Sarah? T'es correcte? » Là, j'étais comme « Non, ça va, je vais vous border. Là. » Je reste là. Ouais, je leur disais ça. Fait que c'est une année aussi où ce que... j'étais enceinte, j'ai fait mon cours. À ce moment-là, mon fiancé et moi, on a déménagé parce qu'on habitait, on avait un 2,5 à Sainte-Foy avec la petite qui s'en venait. On a déménagé dans un 4,5 à Le Bourgneuf. Fait qu'il y a eu ce... Puis en plus, en fait, c'est qu'initialement, on avait signé ailleurs. Fait que, tu sais, en une semaine, on a résilié le bail qu'on avait, on en a visité un autre, on en a signé, on a changé de place. Il y a beaucoup de choses qui se sont fait vite. Au mois de mai, mon mari et moi, on était fiancés à ce moment-là, on a décidé qu'on allait aller de l'avant, qu'on allait se marier au mois d'août. Fait qu'à quelques mois d'avis, il y a eu plein de reports de mariage en plus à cause de la COVID cette année-là. Puis nous, on a pris une organisatrice de mariage, puis ça s'est vraiment bien fait, là. Tu sais, l'organisation du mariage, on n'a pas eu de « OK, non, le traiteur n'est pas disponible parce qu'il y a un report n'est pas disponible cette date-là ». Tout ce qu'on a voulu était disponible pour la date qu'on avait choisie. Ah, c'est cool, je savais pas ça. Ouais, fait que, oui, t'étais là au mariage, oui, c'est ça. Tout s'alignait très bien. Très beau mariage, d'ailleurs. Merci. Puis j'ai accouché, j'ai eu ma petite, naturellement. Fait que, apprentissage d'un beau rôle de maman. Ça a été toute une autre péripétie entre l'accouchement et le mariage, parce que tu sais que j'ai accouché 2 semaines avant mon mariage. Et à l'automne, j'ai poursuivi mon MBA. En entrepreneuriat. Et pendant cet automne-là, j'ai décidé de créer Production ND3, qui était ma première compagnie à ce moment-là, qui n'est plus maintenant. Fait que vraiment, 23 ans, ça a été ma plus grosse année entre être enceinte, faire mon cours intensif, déménager, organiser un mariage, me marier, accoucher, lancer une entreprise. Année charnière. Année très charnière. Ouais, fait que t'es vraiment bien tombée. On aurait lu dans mon journal énormément de drive, j'ai envie de dire. Cette année-là, on dirait que tout le monde me regardait, puis tout le monde était comme « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mon Dieu, elle avance comme un train! » Puis, mais je pense que j'avais une urgence à ce moment-là, de faire beaucoup de choses, puis en même temps, comme je me choisissais, j'aimais ça, fait que je voulais continuer dans cette voie-là. Ouais. Donc, c'est ça qui s'est passé. C'est un peu ce que je me demandais, c'était quoi comment tu as vécu cette transition-là, si on revient juste un petit peu avant, tu sais, de vraiment, veux pas partir d'un bac en finance avec MBA en entrepreneuriat, puis de transitionner comme ça vers la réalisation cinématographique, c'est quand même oui, ça n'a pas rapport. Un changement. Oui, c'est un gros shift, oui. Oui, mais tu sais, comme je l'ai dit, puis tu le sais parce qu'on se connaît depuis le cégep, donc depuis avant l'université. Puis tu sais, à ce moment-là, je te parlais beaucoup d'écriture. Tu le sais que c'est comme mon premier amour là, professionnel dans la vie, l'écriture, le journalisme. C'est vraiment ça que je voulais faire. Fait que j'ai pas fait ça à l'école parce que ce sont pas des milieux sécuritaires, j'ai envie de dire. Moi, le milieu dans lequel j'ai évolué, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a personne qui prend vraiment de risques. Tu sais, tu as une bonne job, puis tu gardes ta job pendant 40 ans, éventuellement, tu vas prendre ta retraite, tu sais. Ouais. On est vraiment dans quelque chose de stable. C'est vers ça que j'ai plus été aiguillée. Puis quand, mettons, je parlais à mes parents de faire du journalisme, ça les insécurisait beaucoup. Fait que j'ai vraiment... Ils voulaient le mieux, j'imagine, pour toi, mais en même temps, c'était peut-être pas ça qui te rendait heureuse. Non, c'est ça, exactement. Puis tu sais, quand je dis j'ai été amenée ailleurs, tu sais, c'est pas eux qui m'ont dit « Hey, qu'est-ce que tu penserais de la finance? » C'est juste que, tu sais, si je leur parlais de journalisme, ils étaient comme « T'es sûre? Tu sais, me semble. » Fait que, tu sais, ça me faisait me questionner. Fait que finalement, je suis allée dans une autre voie. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a quand même un gros clash entre mes études puis, comme tu dis, après le cours en réalisation, puis ce que j'ai fait après.
comment je l'ai vécu pour répondre à ta question super bien. J'étais vraiment contente d'avoir pris cette décision-là parce que, comme je disais, c'est quand même la première fois que j'étais autant sur mon X. Puis, tu sais, par contre, quand j'ai commencé mon cours, j'ai juste dit à ma mère, puis ça a pris quand même quelques semaines avant que j'en parle à mon père, parce que c'était quand même un gros changement. Et je voulais comme me donner le temps d'être bien ancrée dedans pour moi avant d'amener ce projet-là, j'ai envie de dire, au jour, tu sais, à la face du monde. Oui. Et c'est quelque chose que je me rends compte que je suis portée à faire souvent. Tu sais, je vais comme incuber le projet entre moi et un cercle de confiance très, très restreint de gens qui vont comprendre, qui vont pouvoir m'encourager ou me challenger, mais d'une manière positive. Fait que, tu sais, je l'ai vécu aussi en subtilité, puis ça a pris un moment avant que j'en parle au monde autour de moi, où on me disait « Ah, tu continues tes cours MBA? Oui, oui. » Puis c'était pas faux, là, tu sais, je faisais quand même un cours de session MBA pendant que je faisais aussi ma session en réalisation. Mais, ouais, quand même. Fait que, fait que je l'ai vécu de manière très intériorisée, j'ai envie de dire. Et t'attendais comme d'être sécure toi-même dans ta décision Non, à 100%? Non, parce que je pense que je le savais que c'était ça. Ben pas je pense, je savais que c'était ça la décision que je devais prendre. Puis de toute façon, le feeling ne ment pas. Tu sais, quand tu te sens tellement bien dans quelque chose, tu peux t'y fier. Mais non, c'est comme si, tu sais, je suis dans une lune de miel avec mon projet, là. Tu sais, je suis bien, j'aime ça, faire ce que je fais. J'ai pas envie de confronter mon projet à des gens qui vont me dire « Pourquoi tu fais ça? Moi, mais je comprends pas. » Mais t'es sûr? Ouais, mais regarde, puis qui vont amener... même si t'es convaincu d'être à la bonne place dans ce que tu fais, le fait d'être confronté à des opinions complètement opposées, ça peut quand même te faire remettre en question ou semer des doutes. Et même si t'es groundé puis que tu te dis « Non, je suis vraiment à la bonne place », ça demande quand même de l'énergie de manière tu sais, inconsciente ou latente de quand même pallier ces doutes-là. Tu sais, je parlais avec ma psychologue, puis parce que des fois, quand je parle, il me vient des images dans ma tête. Fait que là, tu sais, je lui disais, il me vient l'image, là, par exemple, d'une... Tu sais, là, c'est vraiment étrange, là, mais... Oui. Tu sais, il me venait l'image, c'est comme d'une guerre, là, tu sais, avec, tu sais, dans le temps, là, des samouraïs, ou je sais pas trop, où est-ce que tout le monde est comme en armure avec un bouclier, puis il y a des arcs à flèches, là, je sais pas trop. Peut-être que ma référence historique est pas bonne, mais tu vois l'image. Et je me dis, tu sais, si tu te fais lancer des flèches, genre plein de flèches, là, puis que c'est les doutes des gens là, sur ce que tu fais, tu le sais que tu peux lever ton bouclier, puis tu vas pas te faire atteindre. Mais lever ton bouclier, ça te demande quand même plus d'efforts que si tu reçois aucune flèche. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est pour ça que j'en parle pas, que ça m'a amené à ce moment-là à pas en parler tout de suite aux gens autour de moi qui questionneraient ça. Et c'est pour ça que je fais encore ça maintenant, des fois. T'sais. Puis il y a du monde, des fois, que c'est juste par curiosité. Tu sais, OK, tu fais ce projet-là, comment ça va fonctionner? Mais des fois, un projet est tellement embryonnaire que tu ne sais pas encore comment ça va marcher. Tu sais juste que c'est la bonne chose à faire et tu vas trouver en le faisant. Fait que les gens, des fois, c'est pas mal intentionné, c'est juste par curiosité. Mais vu que toi, tu n'as pas encore trouvé la réponse, le fait d'être devant une question à laquelle tu n'as pas de réponse, ça peut t'amener des doutes, finalement. Oui. Ça peut t'amener à... Est-ce que ça t'amènerait même à te questionner alors que tu sais exactement que c'est la bonne chose à faire? C'est comment tu sais que c'est la bonne chose à faire? Pourquoi c'est essentiel pour toi? Mais je pense que ça trompe pas le feeling. Mais c'est sûr que je pense que dans tout projet que tu as envie de commencer, il y a une lune de miel au début. Après, ça se peut que ça s'efface puis que finalement, c'était peut-être pas le bon projet pour toi. Mais si au moment où tu le faisais, tu te sentais bien, c'était quand même le bon projet pour toi à ce moment-là. Ça trompe pas. Puis ça me ferait pas remettre en question le projet que je fais. Mais leur doute pourrait me faire remettre en question la manière dont je le fais. Et peut-être que des fois, face à certaines situations, je ne prendrais pas la meilleure décision. Parce que ça pourrait être teinté par ces doutes-là. C'est intéressant. C'est beaucoup d'introspection. J'ai de la sagesse, mais c'est beaucoup d'années quand même de réflexion, d'introspection qui m'amènent à voir ça puis à pouvoir te l'expliquer de manière pas trop confuse, là, tu sais. Que c'est comme ça que je fonctionne. Puis,
là, on a parlé un petit peu plus des études, mais tu sais, par la suite, tu t'es lancée en affaires. Mhm. Parlant de projet, Oui, ben oui. comment c'est venu ce projet-là? C'est très intéressant comme question. En fait, là, tu sais, des fois, là, il y a des gens qui, tu sais, l'entreprise que j'ai eue en production vidéo, c'est sûr que mes cours en réalisation m'ont beaucoup plus servi, j'ai envie de dire, sur ce que la compagnie faisait que mes cours à l'université, c'est juste en finance de marché. Il n'y a pas vraiment de lien là-dedans. Par contre, c'est sûr que l'université apprend d'autres affaires qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pertinent, là, tu sais, des cours de comptabilité, puis de fiscalité, tu sais, de gestion d'équipe, de gestion de projet et tout, ça reste pertinent. Mais, tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « T'as pas besoin d'aller à l'université pour être entrepreneur. Est-ce que c'est tellement important l'université? » Fait que pour bien répondre à ta question, comment est venue cette idée-là, je veux quand même redonner à César ce qui revient à César, puis c'est vraiment à l'université que j'ai eu un déclic et parce que je suis allée à l'université. Parce que après cette session-là à l'ECTQ que j'ai fait un cours ça s'appelait juste Leadership. C'est ça le nom du cours. Tu sais, des fois, il y a des cours qui ont comme 10 mots de long, mais là, c'était juste Leadership à l'université. Puis je pensais que ça allait être un cours, tu sais, comme de gestion d'équipe ou tout ça. Vraiment pas du tout. Ça a été le meilleur cours que j'ai fait à l'université. C'était à l'automne suivant ma session en réalisation. Puis j'avais un petit bébé tout neuf. Et dans ce cours-là, le prof, il nous dit... Vous allez vous mettre en groupe de 6 personnes, vous pencher sur une problématique récurrente dans votre vie et analyser d'où ça vient. Et dans le fond, ce qu'on avait, c'est qu'on avait des lectures à faire, des films à regarder, et quand on avait des cours, on se mettait en groupe, puis chaque personne avait comme un 20 minutes, puis on parlait de notre problématique. On était questionnés par nos pairs. On approfondit ça, il y avait un psychologue ou une personne en relation d'aide, un travailleur social avec nous dans nos rencontres. Fait qu'il y avait un supplément à payer dans le cours pour ça. Et il avait même fallu signer une décharge. Tu sais, genre, parce que des fois, ça peut vraiment venir te bouger, là, intérieurement, de parler de ça. Fait qu'il fallait même signer une décharge. Aïe, aïe. Et donc, dans ce cours-là, j'expliquais, tu sais, une problématique récurrente. Tu sais, ce que tu vois, c'est la pointe de l'iceberg. Finalement, tu approfondis, puis là, tu tombes dans les grosses questions. Tu parles de ton enfance. Tu sais, c'était vraiment un gros cours. Et pendant ce cours-là, tu sais, ça m'a permis de retourner gratter sur le fait que quand j'étais adolescente, l'entrepreneuriat m'intéressait beaucoup. J'en parlais, tu sais, à mes parents, je disais, ah, tu sais, telle entreprise, ça pourrait être le fun, ou une entreprise qui fait ça. Puis, comme je disais, dans ma famille, les gens sont stables. Et, fait que, tu sais, les idées que j'avais, c'est comme des bonnes idées, mais pas pour que moi, je les réalise, tu sais. C'était comme, ben oui, c'est une bonne idée. Quelqu'un, un jour, le fera peut-être, tu sais, je sais pas. Et quand je suis allée en administration, à l'université, au début, là, avant de connaître la finance, j'y allais pour l'entrepreneuriat. Puis finalement, j'ai accroché sur la finance, puis j'ai oublié l'entrepreneuriat. Puis ce cours-là m'a permis, avec beaucoup d'introspection, de revenir toucher à ça, puis comme me rappeler que c'est pour ça. Puis à ce moment-là, tu vas peut-être me dire « Ouais, mais tu faisais déjà un MBA en entrepreneuriat, fait que tu t'en souvenais déjà. » Non. Je faisais un MBA en entrepreneuriat pour d'autres raisons. Je veux dire, c'était pas pour ça, mais ce cours-là m'a vraiment permis de venir me souvenir que je voulais être entrepreneur, que c'est ça qui m'intéressait. Et là, je venais de finir mon cours en réalisation. L'entrepreneuriat m'intéressait. Puis c'était comme une décision, j'ai envie de dire, pleine de bon sens de lancer une compagnie en production vidéo parce que je venais de faire mon cours là-dedans, puis en même temps, je pouvais être entrepreneur. Et fait que je pouvais comme expérimenter l'entrepreneuriat, mais avec un petit peu de... J'ai envie de dire avec un risque contrôlé ou un risque calculé parce que je me lance pas dans un domaine où je connais absolument rien. Je suis vraiment pas une experte, mais je sais un petit peu de quoi je parle quand même. Je connais des gens, fait que je sais que je peux m'entourer. Fait que pour moi, ça avait du sens. Et puis ça rejoignait quand même tes 2 backgrounds. Ça rejoignait mes 2 backgrounds, puis mes intérêts quand même, là. Tu sais, c'est vrai, c'était pas une décision purement logique et dénuée d'intérêt. C'est sûr que ça me tentait de faire ça. Tu sais, de faire de la production vidéo et tout. Fait que c'est comme ça que c'est venu. Mais tu sais, c'est pas genre j'ai eu une idée puis c'est ça que je voulais faire. C'est que c'est quand même un ensemble de circonstances que quand tu prends du recul puis que tu les vois tout mis ensemble, ben oui, tu sais, c'était une bonne décision, c'est logique. Ça pouvait cocher des cases, si je peux dire. Puis, tu sais,
comment t'as trouvé ça, être entrepreneur, jeune entrepreneur surtout? Tu étais quand même aussi à l'école en même temps, t'avais ta petite cocotte. Ouais. Comment t'as vécu ça? Puis t'as-tu fait face à des tu sais, j'imagine t'as dû faire face à des défis quand même? Non, pas de défi, non. C'est bien connu que les entrepreneurs, c'est un long fleuve tranquille. Non, Il se passe jamais rien. Aucune montagne russe. non, c'est ça, exactement. Ben oui, c'est sûr qu'il y a eu plein de défis, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Hey, t'es bonne, tu sais, de faire ça avec un bébé et tout. » Mais encore une fois, tu sais, pour moi, c'était logique, justement. Tu sais, j'ai un bébé qui a pas 1 an, qui va pas à la garderie. C'est extrêmement important que je puisse gérer mon temps avec elle. Tu sais, elle a... Puis à Québec, tu sais, on n'a pas tant d'entourage ou de famille où ce qu'on peut comme faire garder notre enfant s'il y a quelque chose. Fait qu'étant entrepreneur, j'avais plein de contrôle sur mon horaire, en même temps que je travaillais, dans le fond, tu sais, que je bâtissais quelque chose. Ouais, t'es du bas du fleuve. Oui, c'est ça, disons-le. Oui, je viens pas de Québec. Fait que c'est ça, notre famille est toute dans le bas du fleuve, justement. Fait que pour moi, ça se conciliait bien d'avoir mon bébé, de bâtir mon entreprise aussi. Et mon mari aussi est à la maison, ce qui fait qu'on a lancé ça aussi ensemble, dans le fond. Et on travaillait tous les deux là-dedans. Ça a été un de nos plus grands défis, en fait, de travailler ensemble en couple. Je trouve ça vraiment beau, tu sais, les couples, parce que les deux sont entrepreneurs, puis, tu sais, d'un certain côté, il se passe un peu quelque chose de magique, j'ai envie de dire, où ce qu'un comprend la réalité de l'autre, là, parce que c'est un peu une réalité atypique, des fois, d'être entrepreneur. Les horaires, le fait tu sais, d'être souvent parti dans des événements, tu sais, des choses comme ça, c'est bien que, tu sais, d'être avec quelqu'un qui peut comprendre ça, puis, tu sais, qui peut partager aussi cette réalité-là. Ces deux sont entrepreneurs. Maintenant, dans notre cas, mon mari et moi, être entrepreneurs ensemble dans la même entreprise, c'était pas une super idée. C'est pas une super idée, tu sais, comme pour plein de raisons, mais le fait d'apprendre à travailler ensemble sur un même projet où on a chacun nos manières différentes de voir ça, puis où ce que des fois, moi, je veux lui faire de la place, des fois, c'est bien, puis des fois, c'est pas le moment. Tu sais, des fois, il faut être plus dirigé dans ce qu'on fait. Mais, tu sais, bon, c'est mon mari, là, des fois, on veut bien faire. C'est plus compliqué, puis c'est vraiment pas une bonne idée. Puis, à quelque part, tu sais, le travail d'un cannibalisait le travail de l'autre, même si on s'est lancé ensemble parce qu'on était extrêmement complémentaires. Moi, ce que je savais faire, il savait pas le faire, et vice-versa. Sauf que dans notre manière de vouloir gérer l'entreprise, c'est là qu'on se nuisait. Fait que maintenant, on n'a plus d'entreprise ensemble. C'est merveilleux. C'est le plus grand et le premier supporter de tous mes projets. Il l'était avant que je lance l'entreprise. J'étais à l'université, je faisais finance. Puis il me disait, si tu lançais l'entreprise, moi, je croirais en toi. Tu sais, je serais le premier à investir dans toi. C'est vrai. Puis c'est vrai, fait qu'il croyait, il le voyait avant tout le monde. Puis je lui disais ce matin, je lui disais, hey, c'est drôle, hein? T'es le premier et le seul, là, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas le genre de cadeau que t'as à chaque année à Noël. Mais j'ai dit, t'es le premier. Mon premier micro de podcast, c'est toi qui me l'as offert, que j'ai chez nous. J'ai dit, tu sais, c'était comme un peu symbolique, là. C'est comme quelqu'un qui devient musicien, puis, tu sais, la personne qui a offert sa première guitare, mettons. Fait que c'est ça que je disais. Fait que, tu sais, nous, ensemble, dans une même entreprise, ça fonctionne pas, mais mettons, le podcast, mettons, c'est mon entreprise, il m'aide énormément là-dedans. Mais on n'est pas deux à le gérer. Ça a été un défi, mettons. Mais finalement, ça a été un apprentissage pour la suite, puis pour ton... Oui. Justement, les nouveaux podcasts. Oui, ça a été un apprentissage énorme. Puis, tu sais, pour revenir à ta question quand même, parce que tu me demandais comment j'ai concilié tout ça avec l'entreprise, ça se faisait vraiment bien parce qu'on dirait, tu sais, je voyais où ce que je m'en allais, j'étais bien, j'étais sur mon X en faisant l'entreprise à ce moment-là. Donc, ça se conciliait bien. Tu sais, moi, j'avançais, puis où ce qu'il y avait des difficultés, je me disais, ben, regarde, c'est fait pour être surmonté. Fait que la conciliation se faisait bien. J'ai énormément appris, ce qui fait que même si l'entreprise n'existe plus maintenant, elle n'est plus en fonction, je suis énormément reconnaissante pour ces années-là de ma vie parce que j'avais une entreprise, j'ai appris des choses que je continue d'apprendre maintenant, comme par exemple le développement personnel. J'ai commencé à faire ça parce que j'avais une entreprise. Tu sais, il y a des coachs en développement personnel que des fois, ils coachent en business. Je les ai connus par la voie de la business, puis maintenant, je suis leur coaching en développement personnel à tous les jours. Tu sais, c'est un énorme changement dans ma vie que ça m'a permis d'apprendre. Fait que oui, ça a été nécessaire pour surmonter le tapon de difficultés qu'il y a eu. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est pas la première fois que tu m'en parles, le développement personnel et tout ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu dirais? Comment tu
c'est quoi les bénéfices de ça pour toi dans ta vie, dans ton quotidien? C'est vraiment une bonne question. Ils sont très nombreux. Je pense que le premier bénéfice, c'est sur mon mindset. C'est ma manière de voir les choses ou d'approcher un projet ou de voir la vie, comme par exemple. Un coach que je suis beaucoup, puis en fait, là, ce qu'on comprend de ce qu'il dit, puis de beaucoup de développement personnel, c'est qu'en fait, c'est toi qui décides de ta vie. Puis ça a l'air, ben ouais, c'est toi qui décides de ta vie, mais non, c'est toi qui décides de ta vie, dans le sens que si t'as pas eu une bonne avant-midi pour X, Y raison, t'es à ton travail, ton supérieur, il a dit de quoi qui t'a dérangé, ou ben il t'a mis on the spot sur une réunion avec plein de monde, puis c'était pas le moment, ou t'as fait un modèle, ça a pas marché, peu importe. Puis t'as pas passé une belle avant-midi. Souvent, tu sais, on peut se dire, arriver à la fin de la journée, dire ça a pas été une belle journée, puis passer le reste de la journée comme ça. Moi, ce que le développement personnel m'apporte, c'est de dire non, tu peux décider de ta vie à chaque seconde. Ça m'est arrivé, j'ai passé une avant-midi, puis je me disais, il me semble que j'ai perdu mon temps, c'est pas une bonne avant-midi, puis je me suis dit, je décide que mon après-midi sera pas de même. Mon après-midi sera pas teinté par ça. Comme ça, là, à 7 secondes, je prends cette décision-là. Le reste de ma journée va être différent. Il va être plus productif, il va être mieux, il va être plus joyeux, tu sais, peu importe. Fait que c'est en ce sens-là que, tu sais, il y a un premier bénéfice. Tu décides de ta vie sur tout à chaque instant. Tu sais, t'es dans une situation difficile, tu peux t'en sortir. Tu peux choisir de t'en sortir. T'es la première personne, de toute façon, qui doit choisir de s'en sortir. C'est dans une situation difficile. Tu peux le faire. Ça, c'est un premier bénéfice sur mon état d'esprit. Après, ça apporte beaucoup de ressources sur la gestion du temps. Tu sais, ma manière de m'organiser ou de planifier mes journées ou mes semaines, c'est essentiel que j'apprenne à le faire. Fait que ça m'apporte beaucoup d'outils là-dedans. Puis ça m'apporte aussi beaucoup d'outils sur ma vision du monde et des humains, tu sais, j'ai envie de dire. Tu sais, on le sait, mais comme toi, t'évolues, puis tu grandis, ou ce que des fois, tu vois que t'as des patterns, des fois, qui sont peut-être pas adaptés ou qui sont peut-être pas les meilleurs patterns, tu les reconnais chez toi, puis tu les travailles. Puis des fois, il y a des gens qui peuvent te trigger un peu, chez qui tu peux reconnaître des patterns, justement. Mais ça te permet de reconnaître que ce que t'aimes pas, c'est les patterns. Ça te permet d'être plus tolérant avec une personne parce que tu te dis, ben, cette personne est comme ça. Cette personne-là ne sait pas qu'elle peut choisir de s'en sortir, par exemple. Ou cette personne-là n'est pas consciente d'à quel point ça dérange les gens autour d'elle ou comment ça blesse ce qu'elle fait. Fait que ça apporte plus de tolérance puis de patience, j'ai envie de dire. Ça te permet comme un pas de recul. Exactement. Exactement. Moi, ça me fait énormément grandir. Puis ça me permet de reconnaître tu sais, mettons un travail que moi j'ai fait puis que quelqu'un d'autre n'a pas fait. Puis il y a vraiment aucune condescendance là-dedans, mais tu sais, ça permet de voir, comme je viens de dire, OK, exemple, moi aussi j'étais comme ça avant. Cette personne-là sait pas qu'elle peut en changer, mettons. Puis là, ça peut faire des frictions. Mais c'est pas la personne qui me dérange, tu sais. Tu sais, elle a pas pris conscience nécessairement de ses patterns, puis tu sais que toi, c'est comme, ça peut être un trigger, mettons. Fait que ça te permet un peu de recul, mais je trouve que ça te permet un peu de recul, finalement, sur les autres et sur toi-même. Exactement. C'est pour ça que les bénéfices sont aussi nombreux. Oui. Puis comment est-ce que, parce que je suis curieuse, c'est avec le podcast, comment est-ce que tu transposes ça, mettons, dans tes entrevues, puis dans ce nouveau projet-là pour toi? Bien, c'est toute l'essence du podcast, j'ai envie de dire. Tu sais, le pas de recul sur moi versus le pas de recul sur les autres versus, tu sais, l'idée, mon idée de m'améliorer, de devenir meilleure, l'idée de tendre la main à quelqu'un et dire, tu sais, je peux te tendre la main, pas parce que je suis bonne puis je vais t'aider, mais, tu sais, un exemple que je peux donner, j'ai lu un livre. Puis je pense que l'illustrer, ça va vraiment mieux permettre d'illustrer mon propos. Mais j'ai lu un livre il y a 1 an environ, je pense que tout le monde devrait le lire. Ça s'appelle « Que vous est-il arrivé ?» C'est un livre de Oprah et du docteur Bruce D. Perry, que personne connaît sûrement, mais il est co-auteur, fait qu'on va le nommer.
Puis, il y a une de mes amies que quand je lisais le livre, non seulement c'est un livre personnel pour tout le monde, là, moi, je me suis reconnue à plein de places dans le livre, mais je pensais à une de mes amies, puis je me disais, je pense que ce livre-là peut vraiment l'aider. Ben, c'est pas moi qui va aller l'aider parce que j'ai lu le livre puis je suis donc ben bonne. Mais j'y ai acheté le livre. Puis, tu sais, j'y ai offert, puis j'ai dit, t'es pas obligé de le lire, tu sais. Je te dis pas, genre, lis ce livre-là pour devenir une meilleure personne, c'est vraiment pas ça. Mais c'est, tu sais, elle me parle de ses difficultés, j'entends ses difficultés. Je pense qu'à quelque part, dans ce que j'ai lu, j'ai une ressource qui peut l'aider, fait que je lui passe la ressource, elle en fait ce qu'elle veut. OK? Fait que c'est pas moi qui va venir t'aider. C'est pas moi qui va te dire, j'ai lu un livre, puis, tu sais, selon le livre, telle affaire, ça se peut que je vais pas te psychanalyser, puis te faire ta thérapie, puis c'est vraiment pas ça. Fait que, tu sais, en faisant tout ça, c'est un peu aussi l'essence du podcast, de dire, j'entends autour de moi des difficultés. Je vis des difficultés où, quand j'en ai parlé sur la place publique, il y a eu un écho. Ça a résonné chez d'autres personnes. Fait que je vais pas arriver puis résoudre les problèmes du monde. Je veux dire, de toute façon, il faut déjà que je règle les miens. Mais je peux parler de ce problème-là, cette difficulté-là. Je peux amener ce discours-là sur la place publique. Je peux avoir avec moi des invités qui vont accepter de venir en parler. Puis, la manière dont je vois ça, c'est que les invités et moi, on travaille ensemble pour la discussion qu'on a. Tu sais, c'est pas moi qui est au-dessus de l'invité puis qui m'arrange pour que l'invité dise est-ce qu'il va aider le monde. C'est toutes les deux, parce que mes invités sont des femmes, donc toutes les deux, on a une discussion pour partager notre expérience en se disant que ça peut peut-être aider une personne. On partage notre expérience. On partage pas parce qu'on a la science infuse puis une vérité absolue, mais parce qu'on sait que ça peut avoir un écho puis que ça peut rejoindre, inspirer ou aider telle ou telle personne. Fait que c'est ça l'essence du podcast. Le développement personnel m'amène du recul sur moi, sur les autres, ce qui fait que je me dis, ben, je pense qu'on est dans une société où ce qu'on peut en bénéficier, de parler de tel sujet, où ce qu'on peut se tendre la main un petit peu plus. Fait que, essayons d'avoir une grande portée avec ça, puis de juste faire quelque chose qui a du sens, puis qui est bienveillant. Puis ça, j'ai l'impression que ça fait... ceux qui te connaissent moins, tu sais, ça fait partie de toi aussi. Tu sais, t'apportes du sens dans tous les projets que tu fais, puis je pense que c'est important. C'est important pour moi. Je pense que ça se peut qu'un projet soit peut-être pas viable sur le long terme, mais c'est qu'on dirait que pendant tellement longtemps, on dirait que j'ai fait de quoi qui avait pas de sens pour moi. Ce que je veux dire, c'est que quand je faisais mon bac en finance, là, il y en a eu là, des moments, là, puis pas des moments de 2 jours. Là. Il y en a eu des longs moments où j'étais déprimée. Là. Ça n'avait pas de sens pour moi, ce que je faisais. Fait que c'est important qu'un projet ait du sens pour moi. Mais c'est surtout important qu'un projet ait du sens, j'ai envie de dire, pour le plus de monde possible. C'est pour ça que je veux faire un projet. Pas pour moi, parce que ça me tente. C'est sûr que j'aime faire le podcast, mais je fais pas un podcast sur un sujet qui m'intéresse juste moi, personnellement, parce que moi, ça me tente d'en parler. Puis, tu sais, c'est vraiment correct, là. Tu sais, les gens qui font ça, absolument. Mais moi, c'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est de faire le bien au plus de gens possible, à travers une discussion que je peux avoir, mais juste amenons cette discussion-là publiquement. Puis, tu sais, si tout ce que je voulais, c'était faire un podcast, puis le diffuser, ça pourrait n'être que ça. Mais comme par exemple, dans la saison, j'ai interrogé Jessica Arnois. Oui. Puis... C'est quand l'épisode, d'ailleurs? Merci. Je pense que c'est ton épisode coup de cœur. C'est mon épisode coup de cœur. Je le recommande. Je le recommande à tout le monde. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que dans cet épisode-là, Jessica a dit que elle pouvait pas avoir d'enfants. Elle s'est fait dire qu'elle pouvait pas avoir d'enfants pour, bon, X, Y raison. Vous irez voir l'épisode si ça vous intéresse d'en savoir plus, mais... Ah, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où on en a parlé en discussion pré-entrevue, pré-enregistrement, elle m'a dit que quand cette nouvelle est tombée, elle ne se sentait plus bonne. Puis ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, combien de femmes ne se sentent plus bonnes parce qu'elles se font dire ça? Puis je me disais, je veux vraiment qu'on en parle ça dans le podcast parce que mon but avec le podcast, c'est pas juste de m'asseoir puis de discuter avec quelqu'un, c'est de m'asseoir, de discuter avec quelqu'un. Puis j'ai toujours en tête les femmes qui vont l'écouter ou les hommes, mais tu sais, je veux dire, j'ai toujours en tête
d'amener quelque chose qui, tu sais, de leur apporter quelque chose. Fait que je me suis dit, ça va être important qu'on en parle dans l'enregistrement. Finalement, dans l'enregistrement, on est vraiment plus resté dans une trame narrative où ce qui s'est passé ça, puis après ça, bon, il s'est autre chose, puis ce qui en a découlé. La nuit, je me suis réveillée. La nuit, suivant l'enregistrement, je me suis réveillée, je me suis dit, oh non, on n'en a pas parlé, c'était super important. Fait que le lendemain, j'ai texté Jessica, j'ai demandé, tu voudrais-tu qu'on se fasse un appel? J'aimerais trouver, tu sais, j'aimerais qu'on approfondisse ensemble le sujet, puis j'aimerais trouver un moyen, je sais pas encore comment je vais faire, mais de l'amener sur la place publique, si t'es d'accord, puis elle était d'accord, pour que ça puisse rejoindre, tu sais, des femmes, puis, tu sais, leur apporter des, tu sais, des outils, ou juste de se sentir comprise aussi, tu sais, parce que des fois, on vit des difficultés, on n'en parle pas. Puis des fois, on vit toutes les mêmes difficultés, chacun de notre bord, puis on pense qu'on est tout seul parce qu'on n'en parle pas. Et finalement, Jessica m'a proposé qu'on fasse un YouTube Live. Fait que c'est ça qu'on a fait. La semaine suivant la diffusion de l'épisode, on a fait un YouTube Live un mercredi soir. Fait que si je voulais juste faire un podcast, puis m'asseoir, puis jaser, ça pourrait finir juste là. Sauf que je veux que ça ait du sens. Je fais ça parce qu'il y a un sens, puis parce que je veux que ça apporte quelque chose aux femmes qui vont l'écouter. Fait que l'autre semaine d'après, ben, je suis chez moi, dans ma cuisine, puis je set up mes lumières, puis mon micro, puis on va faire un YouTube Live. Pas parce que ça me tente de me remontrer dans ma cuisine sur YouTube Live, mais parce que il y a de quoi là, qu'on peut apporter, puis c'était super pertinent. Actuellement, il est juste sur YouTube, mais je vais le diffuser aussi sur Spotify et Apple Podcasts, ce complément d'épisode-là qui est extrêmement pertinent. Puis, tu sais, j'ai pas fait pour moi dans le sens que, tu sais, moi, on m'a pas dit ça, là. Aux dernières nouvelles, je peux avoir des enfants. C'est pas moi qui allais chercher quelque chose là-dedans. C'est pour d'autres. Fait que oui, que ça ait du sens, c'est extrêmement important pour moi. Ben, puis tu touches beaucoup, je trouve, dans le podcast à des sujets, tu sais, même pas avoir d'enfants, ça reste des sujets très tabous dans notre société dont on entend rarement parler. Puis j'aimerais ça t'amener, tu sais, parlant de où on s'est connus. Nous, on s'est connus au cégep. Une décennie. Il y a une décennie, exactement. Ça fait 10 ans. Dans un cours de photo, d'ailleurs, hein, avec on voit la vidéo, finalement, trouver son chemin. C'est ça. On était déjà dans la créativité exactement. À l'époque. Ouais, oui. Puis, tu sais, je sais que tu as commencé à vivre des difficultés à ce moment-là, quand même, d'un point de vue santé. Ouais. Puis, ça reste que la santé mentale, ça reste un sujet très tabou. Donc, j'aimerais ça quand même t'entendre là-dessus. Puis, tu sais, comment tu fais pour traverser ces difficultés-là? Puis, surtout, c'est quoi les outils? Tu sais, justement, il y a tellement de gens qui vivent avec ça de différentes façons. Tu sais, pour toi, qu'est-ce qui t'a aidé? Je te pose une grosse question. Oui, hein, vraiment. Mais c'est une question hyper pertinente, puis c'est vraiment bien qu'on en parle parce qu'effectivement, tu sais, c'est encore un peu tabou, la santé mentale. On en parle vraiment de plus en plus. Mais tu sais, ouais, on en parle vraiment de plus en plus. Moi, au cégep, quand on s'est connus, justement, j'avais des enjeux de santé mentale, effectivement. Fait que pour expliquer aux gens ce qui s'est passé, en fait, c'était après la première session là, au cégep. J'ai commencé à perdre du poids drastiquement. J'ai perdu comme 20 livres en 3 mois. J'étais rendue vraiment, vraiment petite, là. Je pense que je mesure encore, là. Tu sais, j'ai pas vraiment grandi depuis, là, 5 et 8. Et, tu sais, je pense que je pesais moins que 117 livres, là, ce qui est pas beaucoup, là. Je veux dire, s'il y a du monde un peu visuel, puis à qui ça dit de quoi, c'est pour ça que je le dis, là. Tu sais, que les gens voient, là, que j'avais vraiment perdu beaucoup de poids. Puis, puis je comprenais pas pourquoi, là. C'était pas par choix, puis c'est pas parce que je trouvais que j'avais du poids à perdre. Je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Je mangeais plus, j'avais plus faim. J'avais zéro appétit. Puis c'est pas parce que la nourriture me dégoûtait. Encore une fois, c'est pas parce que je voulais perdre du poids. Et, tu sais, j'étais allée voir un médecin parce que, je veux dire, y a-tu un problème de santé physique sous-jacent? Puis non, mon médecin était comme, bon, ben, t'es-tu stressée? Tu fais-tu de l'anxiété? Puis c'était vraiment inconnu pour moi à ce moment-là. Il y a de plus en plus, je pense, d'adolescents qui font de l'anxiété au secondaire. Moi, c'était pas mon cas, là, tu sais, au secondaire, j'étais encore une fois vraiment sur mon X, là, tu sais, c'était une période, très belle période de ma vie. Mais, ouais, cégep, je commence à faire de l'anxiété, finalement. C'est ça que mon médecin me dit, puis et tu vois, peut-être que c'est parce que c'était plus tabou à ce moment-là, mais moi, quand elle me dit que je fais de l'anxiété, je sais pas de quoi il en retourne. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas. OK, puis là, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'anxiété. Qu'est-ce que tu me recommandes? Puis ce qui arrive en plus, c'est que
tu sais, je suis pas une experte en anxiété, mais je pense qu'il y a des gens chez qui ça se manifeste dans leur tête, tu sais, qui peuvent faire des crises de panique, des crises d'anxiété ou qui vont s'isoler socialement ou qui vont hyperventiler. Ou, tu sais, je veux dire, c'est vraiment manifeste là, dans leur tête qu'ils ont un inconfort. Moi, c'est pas ça. Moi, tout va bien dans ma tête. Mon raisonnement, puis tu sais, je continue d'avancer. C'est physiquement que ça se manifeste. Comme par exemple, j'avais plus d'appétit. Et puis là, ben c'est ça. Identifie le problème, tu sais, vu que tout va bien dans ma tête, là, tu sais, tu me demandes, t'es-tu anxieuse par rapport à quelque chose? Ben non, là, je sais pas, là, tu sais, tout se passe bien. Pas plus que d'habitude. Ben c'est ça, finalement, bon, clairement, il se passait quelque chose, là, mais... Fait que ça, c'est quelque chose qui est, tu sais, que déjà, il a fallu identifier à ce moment-là, puis qu'il faut encore que j'identifie maintenant, parce que je fais encore tu sais, ça m'arrive encore de faire de l'anxiété, là, c'est pas un état constant, mais je veux dire clairement que ça m'arrive encore, puis à ce moment-là, ben tu sais, c'est la même chose. C'est pas toujours que j'ai plus d'appétit puis que je repère du poids, là. Ça m'est arrivé juste une fois, puis c'est au cégep qu'on s'est connus. Mais, tu sais, j'en ai, là, des symptômes physiques des fois. Puis maintenant, mais j'apprends à reconnaître que ça, c'est un symptôme d'anxiété. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me stresse, il y a quelque chose qui me fait sentir pas bien, puis il faut que je m'arrête. Puis que je décortique, mettons, tu sais, ma journée ou je sais pas trop. Puis, tu sais, ça m'arrive des fois que j'ai un symptôme physique à 2 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé aux alentours de 2 heures, mettons, là, de l'après-midi, cette journée-là. Puis là, tu sais, je peux décortiquer, faire « Ah, c'est ça qui est arrivé, c'est ça. Ça me fait sentir pas bien à cause de ça, puis nanana. » Tu sais, il faut vraiment que je fasse le travail consciemment, d'identifier ce qui me rend anxieuse parce que j'ai eu le flag d'un symptôme physique, mettons. T'es capable de le faire. Maintenant, je suis capable de le faire. Tu me demandais les outils que j'étais allée chercher, moi, à ce moment-là, quand j'ai fait de l'anxiété comme ça, au cégep. J'avais vraiment pas tant d'outils, comme je te dis, parce que j'étais vraiment dans le néant. Okay? Mon médecin me dit que je fais de l'anxiété. Ben, c'est correct. Mais c'est quoi ça? C'est ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est vrai qu'on en parlait moins. On en Il y a une entend parler quand décennie, même de ouais. plus en plus. Mais il y a 10 ans, moins. Ben, c'est ça. Fait que là, j'étais complètement dans le flou. Puis ça m'a pris vraiment du temps à reprendre mon poids. Ben, je voulais vraiment le reprendre parce que, tu sais, j'avais mal. Tu sais, je veux dire, physiquement, ça m'occasionnait de la douleur, là, des fois. Puis ça m'a pris des années à le reprendre. Puis à un certain moment, je me suis dit, ben, j'aimerais ça voir un psychologue. Parce que, ben, peut-être ça pourrait aider, là, tu sais, je veux dire. Il y avait quand même un lien logique qui se faisait dans ma tête, là. Je me disais, OK, anxiété, tu sais, des fois, santé mentale, psychologue peut-être, OK. Fait que je me suis mis comme sur une liste d'attente, là, pour voir un psychologue, là, parce que c'est ça. Il n'y a pas un psychologue qui est disponible demain, là, si tu veux en voir un. Puis ça a pris quelques mois, puis j'ai commencé à avoir un psychologue, mais c'était peut-être quelques années, là, après que j'ai commencé à faire de l'anxiété. Fait que je pense que ça fait 7 ans maintenant que je vois un psychologue. Je la vois encore toutes les 3 semaines. Fait que ça fait 7 ans quand même. Quand même. Puis ça, c'est un des outils qui m'aide beaucoup. Tu sais, tu me dis maintenant, tu arrives à l'identifier. Oui, maintenant, j'arrive à l'identifier, mais ça fait 7 ans que je travaille avec quelqu'un qui m'aide à identifier des trucs, tu sais. Mais c'est clairement, c'est un outil en or, là, avoir un psychologue ou, tu sais, je veux dire, une personne ressource spécialisée, là, tu sais, j'ai envie de dire. C'est sûr que ça fait du bien de parler, puis je veux dire, à plus court terme ou, tu sais, de manière plus immédiate, avoir un ami ou quelqu'un dans son entourage, c'est vraiment bien, mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, je pense que ça peut être difficile d'avoir un ami aux 3 semaines qui est disponible pour t'écouter parler pendant 1 heure, puis, tu sais, je veux pas qu'il te fasse aussi un certain travail d'analyse, là, parce que c'est ça, l'idée d'un psychologue. Fait que... Oui, c'est ça, il y a quand même un travail aussi... Qui est spécialisé. Qui est spécialisé. Ben oui. Fait qu'avoir un psychologue, ou, tu sais, travailleur social, un thérapeute, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, là, moi, je trouve que ça vaut vraiment, là, tu sais, il y en a du monde, là, qui vont dire que ça coûte cher. C'est vrai, parce que, tu sais, je veux dire, sur le long terme, oui, mais je veux dire, tu sais, c'est ta santé mentale, là, c'est extrêmement important, là. Puis, tu sais, je continue de l'avoir aux 3 semaines. Je fais pas de l'anxiété comme j'en faisais au cégep. Des fois, je me dis... je sais pas ce que je vais dire cette semaine. Tu sais, OK, je la rencontre. Tu vois, je la rencontre dans 2 jours. Je sais pas ce que je vais dire. Tout va bien en ce moment. En même temps, oui, tu sais, tout va bien. Mais c'est pas grave. Tu sais, on va parler, puis ça se peut qu'à un moment donné, on tombe sur, OK, un petit quelque chose que j'avais même pas pensé, mais qu'effectivement, qui dérange, puis ça peut être bien qu'on en parle. Des fois, c'est pas de moi qu'on va parler, mais on va parler d'une situation XY avec telle personne, une personne avec qui je suis en relation régulièrement, mettons, puis ça va me donner des outils pour... dans ma relation avec cette personne-là. Puis en même temps, ben, ça me permet de maintenir le contact parce que si j'arrête complètement de la voir puis que, je sais pas, là, je me retape un intense épisode d'anxiété dans 6 mois puis qu'il faut que je retombe sur une liste d'attente pour genre 6 mois, tu sais, ça peut être ça ajoute une complexité quand même. Exactement. Fait que c'est pour ça aussi que je continue de l'avoir, mais vraiment, moi, je recommande à tout le monde là,
Oui, mais c'est Non. vrai aussi que, tu sais, souvent, on va avoir le réflexe d'aller voir le médecin si on a Oui. mal à un genou, si on a mal à notre bras. Ouais. Mais si on a mal à la tête, à l'intérieur, Mais c'est c'est ça. vrai qu'on a moins le réflexe d'aller demander de l'aide. Ou des fois, on peut aller voir notre médecin quand on a mal à l'intérieur de la tête, mais pour avoir un, tu sais, j'en dis un pansement, tu sais, quelque chose qui va soulager rapidement. Ouais. Tu sais, des médicaments, des anxiolytiques ou Temporairement. des antidépresseurs ou exactement. Ouais. Mais tu l'as dit, c'est temporaire. Et, tu sais, j'en connais là, des gens dans mon entourage qui ont pris des antidépresseurs. Je pense que c'était des antidépresseurs. Tu sais, moi, ça me dérange zéro, là, tu sais, que quelqu'un prenne ça. Ou, tu sais, si moi-même, je devais en prendre, je veux dire, s'il faut que Ça tu en dépend, prennes. chaque situation est différente. Exactement. Fait que, tu sais, si dans ton cas, t'es mieux d'en prendre, ben prends-en, tu sais, soigne-toi bien. Mais le commentaire qui revient régulièrement, c'est « je me sens pas moi-même ». C'est ça que j'entends souvent des gens. Et tandis que voir un psychologue, c'est sûr que c'est un travail à plus long terme. Puis si tu es dans une période de crise, là, clairement, tu sais, le psychologue va t'aider, mais court terme, ça se peut que le médicament t'aide mieux. Mais c'est que de voir un psychologue sur le long terme, ça refait tes bases. Puis, fait que, tu sais, quand tes bases sont plus solides, ce que tu construis dessus est plus solide aussi. Oui, puis quand on se parlait un petit peu avant l'entrevue, tu as mentionné, tu sais, ce que je trouvais super intéressant, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que ça c'est vraiment resté avec moi. Tu disais, ça me dérange pas parce que c'est la santé mentale, c'est toute la vie. C'est toujours, on a différents enjeux qui viennent et qui vont. Mais tu m'as dit, moi, ça m'inquiète pas parce que maintenant, je suis outillée. Ouais. Puis tu as même dit, je trouve quasiment ça le fun de me voir évoluer Ouais. à chaque nouveau défi, finalement. Ouais. Oui. Comment t'en arrives à penser comme ça, Sarah? Ben, premièrement, c'est un fait, là. C'est vrai que je me sens vraiment mieux outillée maintenant qu'il y a 10 ans qu'on m'a dit que je faisais de l'anxiété puis que je savais pas de quoi y en retourner, là. Tu sais, maintenant, clairement, je me vois plus outillée. Oui, mais tu sais, souvent, on aurait tendance à dire, ouais, mais tu sais, ça revient. Oui. Tu sais, ça peut être décourageant aussi de voir ça comme ça. Oui. Ben là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, des fois, dans la vie, là, tu choisis de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ou tu le bois, je sais pas. Mais... non, mais... Oui, mais tu sais, mettons dans mon tempérament de base, là, puis tu sais, je me considère très chanceuse, je vois souvent le verre à moitié plein. Mais c'est parce que plus tu as des outils, plus tu es capable de, tu sais, d'avoir un regard sur toi puis de t'introspecter. Tu sais, plus tu as une clairvoyance sur toi-même, éventuellement sur les autres, sur tes relations avec les autres. Puis ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une évolution. C'est un cheminement que tu fais sur toi-même. Puis je trouve ça le fun de me voir il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, puis de voir le chemin que j'ai fait. Si j'étais exactement à la même place dans ma tête, si je me serais pognée à cause de telle personne qui est venue me déranger, puis que 10 ans après, je revois la personne, elle me dit de quoi, puis je suis encore fâchée après pour la même affaire, ben j'ai pas fait le cheminement. Je suis un peu découragée, là. Tu sais. Fait que oui, je trouve ça le fun de me voir outillée. Puis, tu sais, aussi, la santé mentale, effectivement, ça fluctue tout le temps. Là, ça fait partie des petits défis là, de la vie quand même. Mais je veux dire, il me semble que si la vie n'avait pas de défis, ce serait un petit peu plate. Tu sais, c'est bien là, de grandir là-dedans puis de grandir à travers les défis. Puis, tu sais, je choisis que les défis que je rencontre ne me définissent pas à ce moment-là, mais me permettent de grandir à travers eux. Fait que, tu sais, j'ai un défi, ben, je veux pas ressortir de ce défi-là en étant la même personne. Il faut que j'aille appris quelque chose. Il faut que j'aille utiliser tel outil que, tu sais, ça c'est une affaire aussi. Et si je vois un psychologue pendant 7 ans, puis que je mets jamais aucun outil dans ma boîte à outils, je vais dire, maintenant, apprends quelque chose aussi, là, tu sais, aide-toi, là. Fait que, OK, là, je peux retourner chercher un outil que j'ai pris d'une séance à m'amener, tu sais, pour passer à travers cet obstacle-là. Puis cet obstacle-là, ben, va me mouler un petit peu autrement, puis je vais être une personne différente, avec des nouveaux apprentissages. C'est comme ça, là, je pense que je vois la vie. C'est vrai, la santé mentale, c'est pour toute la vie. Puis, ben, je veux dire, c'est un peu... d'un côté, j'ai envie de dire, c'est un peu une fatalité, là. Il y a personne qui va faire toute sa vie en n'ayant aucun enjeu de santé mentale. Si tu fais toute ta vie en n'ayant aucun enjeu de santé mentale, je pense que t'en as un. T'as peut-être manqué un petit peu de clairvoyance sur toi-même à un certain moment pour pas te rendre compte qu'à certains moments, t'avais des enjeux. Mais... oui, je veux dire, si t'acceptes qu'effectivement, là, tu vas avoir des hauts puis des bas toute ta vie, ben, crème.
Moi, je vais le voir du côté positif, tu sais. OK, ben ça va être une aventure, une quête. Mettons des outils dans notre coffre à outils, puis soyons préparés au maximum, tu sais, mettons. Puis ça vient où cette drive-là, puis ce positivisme-là? J'ai l'impression que je t'ai toujours connue comme ça. Oui, ben oui, c'est pas arrivé. Il n'y a pas eu un switch là, dans ma vie où ce que maintenant je me suis mis à être positive. Non, là, je pense que j'ai toujours été. Je pense que c'est un tempérament, tu sais. Je pense qu'il y a une partie de ça qui est innée. Puis après ça, tu sais, dans ma famille, tu sais, je pense qu'il y a une grosse résilience de, tu sais, des fois, regarde, il y a un obstacle, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, on s'apitoie pas sur ce qui se passe. On travaille dessus. Ou si on peut rien faire, ben regarde, on laisse couler. Fait que tu sais, il y a ça, tu sais, il y a des beaux apprentissages, là, quand même, qui me viennent de ma famille, là, tu sais, des fois au niveau de la résilience, ou tu sais, des fois... Puis même dans la santé mentale, tu sais, moi, il y a des choses qui me frustraient des fois, puis tu sais, que quelqu'un faisait quelque chose de pas correct, OK, qu'on me faisait. Tu sais, ma mère me disait, j'étais un enfant de 5 ans, OK, j'ai vraiment un exemple, là, puis j'avais 5 ans. Puis ma mère, elle me dit, ben sois meilleure que cette personne-là. Rends pas le coup. Tu sais, tu te fais faire mal, ne rends pas le coup. Sois meilleure que cette personne-là. Grandis. Focus ailleurs. Puis, tu sais, je veux dire, t'as 5 ans, tu fais ça. Fait que bon, OK, là, tu commences à grandir. Puis, fait que ça me... Je pense que c'est inné. Puis, tu sais, je veux dire, c'est l'exemple que je vois. Tu sais, si tu peux changer de quoi, change de quoi. Puis, si tu peux pas, change pas quelque chose. Sois résilient, ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de positif. Puis, tu sais, je veux dire, si on se cogne la petite orteil chez nous, là, sur un meuble, ça fait mal, mais on va pas s'éterniser sur notre petit orteil pendant 5 minutes, là, je veux dire, OK. Mais, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, je pense que c'est le genre de réaction qui entretient un pattern positif ou négatif, là, fait que... Puis comment... t'as ça, t'es maman? Oui, effectivement. Puis comment tu transmets ça? Ben, tu vois, ça, c'est un apprentissage qui me vient du développement personnel. Tu vois, c'est un autre bienfait. Ça teinte même mon rôle de maman. Ben, tu sais, comme, mettons, ma petite, exemple, elle tombe, là. Puis, c'est pas ça, là, l'apprentissage du développement personnel, là, je vais le dire après, mais, mettons, ma petite, elle tombe, là. Clairement, là, quand tous les enfants tombent, là, puis les enfants sont, mettons, ils tombent parce qu'ils jouent, là, puis ils ont bien plus hâte de se relever pour continuer à jouer que genre de rester là puis d'avoir mal, là, mettons, là. Ben, à moins qu'ils se fassent gravement mal. Oui, t'sais. On comprend. Fait que, tu sais, mettons, ma petite, elle tombe, là, il y a des gens autour, là, qui sont tout le temps comme « Ah, es-tu correct? » Puis moi, je suis tout le temps comme « Mais laisse-la, tu sais. » Genre, clairement, elle a pas mal, puis on va pas y rentrer dans la tête que parce qu'elle est tombée, elle serait censée être en train de pleurer ou elle serait censée être en train d'avoir mal, tu sais. On va plutôt l'éduquer à « T'es tombée, c'est normal, tu vas te relever. » Puis, tu sais, moi, si elle a mal, puis qu'elle pleure, puis qu'elle vient me voir, ben c'est sûr que je vais, tu sais, m'accroupir à côté d'elle, la prendre dans mes bras, lui faire un gros colleux, lui donner un bisou sur son bobo. Mais, tu sais, je vais lui expliquer, ben oui, tu t'es fait bobo, mon cœur, parce que t'as mis ton doigt dans le crack du tiroir. Ben maintenant, tu sais qu'il faut pas faire ça. Je vais lui dire. Je vais lui dire, voilà, maintenant, c'est ça la leçon que tu as appris. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je vais y inculquer aussi. OK, on reconnaît, tu t'es fait mal, on répare le mal. Maintenant, la leçon, c'est ça. Et on passe à autre chose pour retourner continuer à jouer. Fait que, mettons, ça, je vais y transmettre comme ça. Le développement personnel, ça se manifeste par l'usage des mots, par exemple. Je trouve que les mots qu'on utilise sont très importants. Que ce soit pour parler de nous, que ce soit pour parler d'une situation. Tu sais, si, par exemple... tu te définis comme... Tu sais, tu parles de toi comme étant... tu t'insultes, là, mettons. Tu fais une erreur ou tu dis « Voyons, je suis donc ben conne », tu sais. Même si c'est anodin, tu sais, tu rentres ça dans ton cerveau. Tu te définis comme ça, tu sais. Puis si tu te dis « Je suis donc ben conne », ça n'a pas la même connotation que si tu dis « Voyons, je suis donc ben niaiseuse ». Ou si tu dis « Ah, je suis drôle », tu sais. C'est des mots qui n'ont pas les mêmes connotations que tu retiens pas de la même façon. Puis tu sais, même chose dans la manière dont tu vois une situation. Si tu cognes la petite orteil puis tu te dis hey, « c'est bien de la merde, ce meuble-là » ou si tu dis « Hey, je me suis cogné une petite orteil, c'est fâcheux », pas la même vibe, tu sais. Ouais. Tu vas pas réagir de la même façon. Fait que, tu sais, comme avec ma fille, des fois, elle essaie de faire quelque chose puis elle me dit « Je suis pas capable ». J'ai dit « Dis pas ça. Dis pas... » Puis là, je la reprends, je dis « Hey, qu'est-ce qu'on dit? » Parce que j'ai dit « Dis pas que t'es pas capable. T'es capable de tout faire. Mais ça se peut que t'aies besoin d'aide. » Fait que dis pas « Je suis pas capable ». Dis « J'ai besoin d'aide ». Et là, on va venir t'aider, ça va faire plaisir. Fait que, tu sais, des fois, dis
c'est rare, là, parce qu'elle dit souvent « j'ai besoin d'aide » maintenant. Mais des fois, elle dit « je suis pas capable », je dis « hey, qu'est-ce qu'on dit? » Elle dit « j'ai besoin d'aide ». Puis, tu sais, ça c'est important où, tu sais, il y a du monde qui... Ma fille est très, très observatrice. Elle n'est pas gênée. Elle est observatrice. Puis, tu sais, mettons qu'elle est dans un environnement qu'elle connaît, elle est zéro gênée, elle arrive dans un environnement, elle va l'observer pendant 5 minutes, puis après, elle va aller jouer avec tout le monde. Elle va s'être faite son idée sur tout le monde. OK, parfait, je sais à qui j'ai affaire. Puis elle va aller jouer. Fait qu'elle n'est pas gênée. Mais le monde qui la voit prendre un petit 2 pour analyser son environnement, puis disent « ah, elle est gênée, ça me dérange. Je veux pas que ça lui rentre dans la tête qu'elle est gênée. Elle n'est pas gênée, de toute façon. » Fait que, tu sais, les mots sont hyper importants. Puis, c'est quelque chose que le développement personnel, puis que, tu sais, mettons, les choses positives de mon histoire, puis de ma famille, que j'ai pris, que je lui transmets. C'est un peu comme ça que ça se passe avec elle. C'est un peu ça, les outils que j'ai pris, puis que je lui transmets. C'est beau, c'est comme si elle prend son petit pas de recul. Ouais. Comme sa mère. Comme sa mère, exactement. Elle screen la pièce, puis elle voit, ouais. C'est beau quand même. Ah, c'est vraiment cute là, de l'avoir observé. Là, Elle est vraiment cute. Ouais. Ouais. Puis tu sais, juste pour l'histoire, là, on était chez mes parents l'autre jour, puis on était autour de la table. Il y avait 4 chaises, par exemple, OK? Puis on était 5. Fait que mon père, il s'est tiré un petit banc. Puis ma petite, elle a vu qu'il était pas sur une chaise, mais sur un petit banc. Fait qu'elle s'est levée de sa chaise. Elle a fait « Non, non, grand-papa », pour y laisser sa chaise. C'est là que, à quel point elle est observatrice, mettons. T'sais, elle voit que son grand-papa, il est sur un petit banc, tu sais. Ben non, on va lui laisser la chaise. C'est hot! Ouais. Puis tu sais, on n'a pas dit « OK, Elisabeth Rose laisse sa chaise à grand-papa ». Non, non, là. Fait que, ouais. Tu sais, elle observe beaucoup, même dans le détail, puis tu sais, même dans... Ouais. Puis c'est développer son empathie aussi. Exactement. On la laisse être observatrice, et donc elle observe, et ça donne ça. Oui, puis d'une façon, tu sais, elle développe son empathie en étant observatrice comme ça. Mais absolument, puis je trouve ça vraiment important. Moi, je suis une personne empathique dans la vie, puis je suis contente de voir qu'elle a comme une propension naturelle comme ça. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Je veux dire, on a besoin de gens empathiques. On a besoin de gens, tu sais, qui restent empathiques envers les autres. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que si, mettons, là, je sais pas, là, tu te fais couper dans la rue, là, par un auto, là, t'es en voiture, tu te fais couper, tu peux être choqué après le conducteur, ou tu peux te dire, il est peut-être pressé pour quelque chose, il m'a peut-être pas vu, peut-être telle affaire, tu sais. Juste en étant un petit peu empathique, tu peux développer des mécanismes de réflexion qui vont te permettre d'être une personne un peu plus tempérante dans la société. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Je pense qu'on en a besoin pour nous-mêmes, parce que déjà, on se sent mieux de ne pas être en train de rager après la personne à côté de nous que versus si on lui donne le bénéfice du doute, tu sais, ou quelque chose. Puis je pense qu'on en a besoin dans nos interactions envers les autres, avec les autres. Ben, puis je dirais même avec nous-mêmes. Ah ben absolument. Parce qu'on a tellement tendance à... On a plus tendance à avoir de l'empathie pour les autres, parfois. Puis on est sévère envers nous-mêmes. Et on est très sévère envers nous-mêmes. Oui. Puis pourtant, on est la première personne à, tu sais, devoir fonctionner, tu sais, pour nous, puis ce qui arrive autour. Tu sais, ça c'est un apprentissage que j'ai fait, mettons, à travers pas une crise, mais une période d'anxiété, où, tu sais, comme physiquement, j'étais vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Tu sais, de me rendre compte que j'ai une fille qui dépend de moi, parce que, tu sais, je veux dire, elle a 2 ans et demi. J'ai un mari, puis à ce moment-là, j'avais une compagnie. Fait que beaucoup de choses, tu sais, qui dépendent de moi, puis que je dois faire. Mais à ce moment-là, je ne suis rien capable de faire. Je suis pas capable d'être présente pour ma fille. Je suis pas capable de participer à peu importe ce qui est à faire chez nous, d'être présente pour mon mari, puis même de faire avancer mon entreprise. Parce que je me suis fait passer après. Fait que, tu sais, ça, c'est ce moment-là qui est arrivé, m'a vraiment fait comprendre, tu sais, quand on dit faut tout le temps comme prendre soin de nous en premier. On dit ça des fois, on entend ça, puis on se dit c'est tellement égoïste. Tu sais, il y a du monde qui vont dire ça, il y a du monde qui vont dire ben, moi, je vois pas ça de même. Puis il y a du monde qui vont dire ben, moi, je trouve ça égoïste. Mais si t'es vraiment égoïste, en fait, tu vas tellement pas prendre soin de toi qu'à un moment donné, tu vas te choquer pour tout le monde. Tu sais, si tu veux vraiment, j'ai envie de dire, être là pour les autres, il faut que tu commences par prendre soin de toi parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire,
Tout te demande de l'énergie. Fait que si tu veux pouvoir continuer de donner cette énergie-là généreusement, jour après jour, il faut que tu refasses le plein. Périodiquement, c'est sûr. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup une phrase qui dit « Je vais prendre soin de moi pour toi et toi, prends soin de toi pour moi. » Parce qu'en réalité... Très beau. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça, là. Tu sais, je veux dire, je me dis pas... tu sais... Oui. Ouais. Oui, puis c'est un peu comme dans les avions. Tu sais, on Ouais. dit toujours de mettre son masque En l'adulte doit premier. mettre son masque C'est d'oxygène ça. en premier avant de mettre celui des autres. Exact. Puis c'est ça, tu sais, moi, je me disais tout le temps, ils sont malades, là, je vais en mettre aux autres avant, mais c'est vrai, tu sais. Je veux dire, ça t'avance à rien, là, de mettre ton masque, de mettre le masque de 2 personnes, puis après de tomber sur le dos, mets ton masque, puis mets le masque à 10 personnes, tu sais. Ouais. Fait que ça, là, je pense que c'est vraiment un message qui doit être déconstruit. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont comme moi, je prends pas soin de moi, je fais tout passer les autres avant. Ou, tu sais, oui, mais il y a mon enfant, oui, mais il y a ci, mais il y a ça. Puis surtout dans un rôle de parent, là, où ce que, tu sais, t'as un bébé, puis tu veux tout le temps faire passer les besoins de ton bébé en premier, mais justement, encore plus parce que t'as quelqu'un qui dépend de toi pour sa survie, c'est encore plus important que tu prennes soin de toi pour pouvoir toujours être présente pour cette personne-là. C'est vrai, puis même, c'est un discours, je trouve, qui est revenu souvent avec tes invités aussi. Tu sais, c'est la même chose pour une entreprise. Il faut que tu puisses prendre soin de toi pour que l'entreprise aille bien, pour que toi, t'ailles bien aussi. Oui, parce qu'à un Ben, moment pour donné, que toi, t'ailles bien, puis pour que l'entreprise aille il y bien. a comme tu sais, quelque chose c'est comme de un... mutuel qui se fait aussi, là, à un moment donné. Ben oui, exact. Puis tu sais, c'est vrai là, qu'il y a des gens qui peuvent se l'approprier de manière égoïste, là, genre, il me faut... Tu sais, oui, mais je veux dire, vraiment, là, puis tu sais, on peut le voir, là, des fois, je veux dire, si on regarde nos mères, là, tu sais, la génération de nos mères, là, on voit là, du monde qui sont épuisés, là, ou du monde qui sont aigris, ou du monde qui sont pas bien, parce que justement, là, tu sais, des fois, tu le vois, OK, ben, ils ont clairement manqué à un certain moment de prendre du temps pour eux. Puis tu sais, je veux dire, on peut le voir maintenant, là, maintenant, dans l'immédiat, OK, ce que ça va donner si t'es pas présent pour ton bébé qui a besoin de toi en ce moment, mais tu peux le voir dans 20 ans. Si tu passes ta vie à toujours te faire passer en dernier, puis que t'es aigri dans 20 ans, je veux dire, t'as pas envie que tes enfants, que les gens autour de toi te voient comme une personne aigrie, autour de qui c'est désagréable d'être, ou tu sais, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que... Oui, puis entre autres, tu sais, c'est pour tout le monde, mais je pense que chez les femmes en particulier, on a tellement tendance à entendre il faut tout donner avant de prendre soin de soi. Oui, absolument. Moi, ma mère, elle me dit ça. Elle n'est pas d'accord avec ça. J'ai voulu y en parler justement quand j'ai fait ce constat-là qui... C'était il y a 1 an à peu près. Justement, là, elle n'est pas d'accord. C'est vrai qu'on... faut comme tout donner, mais je pense que c'est parce qu'on a tellement un lien de... Tu sais, ben justement, là, de dépendance au début là, avec un bébé, parce que, je veux dire, tu viens d'accoucher, puis là, tu sais, les hormones font que tu t'attaches à ton bébé, c'est merveilleux, puis là, ben, pour celles qui veulent allaiter, ben, je veux dire, tu sais, c'est eux autres qui nourrissent leur bébé. Ouais. Mais si tu veux allaiter, il faut que tu te nourrisses. Sinon, il n'y aura rien, là, à fournir au bébé. Fait que, je veux dire, même dans cette base-là, même dans ce qui est biologique, je veux dire, on le voit, là. C'est vrai. Oui, puis c'est une autre génération aussi, ta mère. Oui, ben oui, absolument. Mais, tu sais, tranquillement, on en parle. Ouais, je pense que c'est plus. bien de le déconstruire même pour notre génération actuelle. Puis, puis peut-être même pour les générations plus vieilles, là. Tu sais, il y a peut-être il n'est jamais trop tard hein, pour commencer à prendre soin de soi, prendre des moments pour nous aussi, ouais. Mais c'est vrai que moi, ma mère, c'est quelque chose qu'elle a appris récemment dans les 2 dernières années. Ah ouais, tu vois. Il fallait qu'elle prenne soin d'elle. Puis c'est dommage parce que c'est souvent quand on attend de frapper un mur qu'on s'en rend compte. Mais, tu sais, des fois, ça prend ça. Parce que des fois, tu as de la misère à comprendre le principe. Là, à un moment donné, quand tu vis le principe, ben, tu sais, ça marque. Puis là, ben, après... Quand tu vis le principe, c'est vrai. C'est vrai, c'est exactement ça. Ben oui. Ben quand c'est ben pas trop tard, mais quand t'as vraiment, c'est ça, tu frappes un mur puis tu te dis, ben OK, il faut que Oui, parce que me reprendre en main, il faut que je prenne soin de moi. c'est ça. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que quand il y a des gens pour qui tu veux être présent, te retrouver dans une situation où tu n'es plus capable de l'être, c'est pas le fun. Moi, ça me faisait énormément de peine de devoir quitter ma fille, ma petite, là, elle avait 1 an et demi, puis mon mari, puis d'aller m'isoler ailleurs tellement que je ne suis plus fonctionnelle. Puis, tu sais, y aller par survie, parce que si c'était pas par survie, je serais pas allée parce que ça me tentait pas, parce que je veux être là pour eux, tu sais. Fait que quand tu te retrouves dans cette situation-là, où est-ce que les gens pour qui tu veux être présent,
tu dois les laisser. Tu ne peux pas être présent pour eux. C'est extrêmement désagréable et souffrant, tu sais, j'ai envie de dire. Fait que c'est de quoi te donner une bonne leçon, là, que si tu veux plus revivre l'inconfort de pas pouvoir être présent pour les gens que t'aimes, ben prends soin de toi. Tout à fait. Ah, je trouve que c'est comme une belle façon de... Parce qu'il est presque 1 heure, je trouve que c'est une belle façon de terminer, clôturer, de ouais. clôturer. C'était assez C'était en plus que appuyé en c'était... plus, hein, ouais. Hey, C'était vraiment le mot de la fin, là. Oui, vraiment. Prends soin de toi. Mais ça passe vite, hein, 1 heure. Ça passe encore plus vite quand on est dans le siège de l'invité, je trouve. Là, je comprends, là, des fois, l'expression que je vois sur le visage de mes invités. Merci beaucoup, Salomé, pour la belle discussion. Ben, merci à toi, Sarah. J'espère qu'on a réussi à faire comprendre un peu mieux à tout le monde t'es qui. T'sais, Ben, puis... j'espère, parce que c'est pas comme si... tu sais, je veux dire, moi, tu me poses une question, puis je pars. Fait qu'en réécoutant, on va voir c'est où que ça nous a amenés. Mais j'espère. Mais merci beaucoup. Je suis impressionnée C'était le fun de discuter avec toi. Oui, tout à fait. Puis merci de m'avoir ici. Merci d'avoir accepté. Podcast. Merci d'avoir accepté. Puis comme je te dis, ben écoute, je savais que tu faisais ça dans ton travail avant, mais je t'avais jamais vu à l'œuvre. J'avais jamais vécu. Ben non, c'est ça. J'avais jamais vécu le principe. Fait que, ben merci beaucoup, Salomé. Et ben merci à vous d'avoir écouté le podcast. Je vais quand même conclure, là. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Vous pouvez vous abonner au podcast Femmes d'influence sur YouTube et nous suivre sur Apple Podcasts et Spotify.